Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. On va s'intéresser au Maroc d'abord avec cette question. Va-t-on vers un retour de la sécheresse ? Et oui, les températures ont subitement augmenté fin de semaine dernière et ça a ravivé la crainte d'un retour à la sécheresse. En effet, le matin fait le parallèle avec le phénomène climatique super El Niño. Justement, ce sont donc des vents qui viennent principalement du Pacifique et qui peuvent avoir un effet d'augmentation des températures au niveau du royaume. Un phénomène que l'on attend pour l'instant entre mai et juillet 2026. Mais l'article rassure car cette influence partielle va principalement toucher les provinces du sud du pays avec des villes comme Laayoune, Dakhla ou encore Ouarzazate. Et face à cette incertitude, la question n'est plus seulement de prévoir mais surtout de s'adapter durablement et d'adapter en particulier les politiques de gestion de l'eau. L'eau, pourquoi ? Parce qu'au-delà de la question environnementale, elle a un impact sur notre économie. D'ailleurs, Express titre sur le Maroc qui va faire partie d'un nouveau programme de la Banque mondiale qui est appelé Water Forward et qui justement est autour de ce stress hydrique et qui va accueillir une quinzaine de pays dont le Maroc va bien évidemment faire partie avec deux priorités. Cette fois-ci, mobiliser évidemment des financements massifs pour cet enjeu-là et deuxièmement, accélérer les réformes de gestion de l'eau. Le Maroc qui est déjà engagé, nous le savons, dans cette directive avec des projets de dessalement, en effet, pour sécuriser les ressources hydriques. Une stratégie qui vise plus de 1,7 milliard de mètres cubes pour 2030 contre 350 millions de mètres cubes aujourd'hui qui sont disponibles. Une anticipation malgré l'abondance, on le sait, des pluies cette année, avec une campagne agricole dont tous les voyants sont au vert. C'est ainsi que titre la Vie Éco. On le voit à travers évidemment les champs qu'on a vus un petit peu partout cette année qui sont verts, aussi verts que l'image que nous avons aujourd'hui sur cet article, avec quelques chiffres parlants. D'abord, les barrages qui sont remplis à plus de 75%, avec une forte reprise des cultures céréalières, plus 46%, des perspectives et des chiffres confirmés par le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouhari, des chiffres donc exemplaires et rassurants, surtout en amont de la 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc qui s'ouvre aujourd'hui, vous le savez bien, à Meknès. Mais malgré ce ton positif, le prix, lui, des fruits et des légumes dans les étals, eux mettent les voyants du portefeuille des Marocains au rouge, en particulier pour les tomates dont le prix a atteint les 12 voire les 15 dirhams le kilo et cela a créé une sorte d'indignation. Et donc pour limiter un petit peu la casse, Maroc diplomatique nous indique que des mesures conjoncturelles vont être mises en place pour soulager le marché national, loin de la rumeur un petit peu qui s'est diffusée ce week-end qui disait que l'ensemble des exportations vers tous les marchés seront mises à l'arrêt. Non, ce sera uniquement, comme le précise l'article, visant quelques marchés africains et surtout, il mettra en arrêt pour l'instant les produits frais qui seront en direction des industries qui transforment les tomates. Mais à quoi sont dues ces hausses ? L'article nous donne un petit peu d'explication. C'est une offre bien inférieure à celle de la demande à cause de productions qui sont victimes de quelques maladies parasites. Aussi, les dernières tempêtes ont détruit de nombreuses serres, mais c'est surtout, encore une fois, le gros problème de notre marché aujourd'hui, le nombre d'intermédiaires qui est bien trop important et donc ils font exploser, disons-le, le prix final. L'article qui rappelle qu'aujourd'hui, le prix à la production des tomates, lui, ne dépasse pas les 5,56 dirhams. L'écart est donc important. L'écart est considérable quand c'est vendu jusqu'à 12 dirhams sur les marchés. La crise du détroit d'Ormuz menacerait aussi nos assiettes. C'est le constat fait par The Conversation qui nous indique aujourd'hui, on le sait, que le détroit d'Ormuz est le point névralgique du transport maritime mondial d'où transite à peu près un tiers du commerce mondial des engrais. La conséquence est bien évidemment l'augmentation des prix des engrais de plus de 30%, mais surtout, ce qui fait le plus peur, c'est le programme alimentaire mondial qui estime que plus de 45 millions de personnes pourraient basculer dans l'insécurité alimentaire si la crise se prolonge. Mais peut-être que c'est la solution de raviver ce qu'on appelle les cultures oubliées qui poussent assez naturellement sur le continent, comme le folio, le niébé, le moringa, qui sont bien sûr plus résistantes à la sécheresse et moins dépendantes des engrais. Mais malgré cette piste, disons-le, intéressante, elles ne peuvent pas être immédiatement appliquées. Pourquoi ? Parce que l'agenda agricole du continent suit un calendrier strict qui est justement perturbé par, on va dire, ce problème d'approvisionnement en engrais. C'est ce que nous indique le 360. Conséquences majeures, évidemment, la baisse des rendements, les risques sur la sécurité alimentaire, la vulnérabilité des agriculteurs
agriculteurs, l'impact sur les exportations et donc le commerce extérieur. Et d'ailleurs, c'est une situation qui pousse aussi Dangote à nous alerter, à faire un petit peu le lien entre l'industrie du pétrolière avec l'augmentation des coûts du carburant qui mettent aussi en difficulté le secteur de l'aviation qui réduit ses vols faute de pouvoir soutenir ce choc tarifaire, mais aussi une pression donc sur les intrants agricoles. Et combiner ces deux facteurs pourrait donc accélérer l'inflation alimentaire dans des économies déjà fragilisées. Et seule solution, pourquoi pas, c'est évidemment, on le sait, la fin du conflit, pour l'instant qui n'est incertaine, ou bien des actes de solidarité sur lesquels revient Ghana News Agency, un don du Maroc de plus de 2000 tonnes d'engrais, qui est donc dans un cadre de collaboration, de coopération sud-sud, qui bien sûr met en perspective un transfert de compétences et aussi une collaboration évidemment intracontinentale, le tout pour assurer la sécurité alimentaire aux quatre coins du continent qui se baserait donc sur une agriculture cette fois-ci résiliente. Et puis la question que se pose aussi la presse, une question en forme aussi un petit peu d'inquiétude, les robots vont-ils bientôt remplacer les humains ? En tout cas, ils courent plus vite que nous, c'est ce qu'on a pu voir ce week-end avec un robot qui a battu le record humain de semi-marathon. C'était à Pékin et c'est ce que nous révèle South China Morning Post. C'était donc 21 km à parcourir par une centaine de robots et aussi des êtres humains qui ont pris part donc à cette compétition. Le robot gagnant est ainsi sur l'image, il s'appelle Lightning, il a été développé par l'entreprise chinoise Honor et a terminé la course en 50 minutes et 26 secondes, soit 6 minutes de plus rapidement que l'Ougandais Jacob Kiplimo qui avait ce record. 40% seulement des robots étaient autonomes dans cette course comme Lightning, mais d'autres étaient, disons, un petit peu moins au point. Certains ont chuté, d'autres ont percuté des obstacles, preuve pour l'instant que la technologie reste en phase de test. La course donc pour les robots humanoïdes est donc lancée, mais il est nécessaire pour les industries de se différencier. C'est ce que fait aujourd'hui le Japon, c'est ce que nous indique d'ailleurs Euronews, qui veut aujourd'hui développer même des robots blagueurs. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? C'est justement le fait de développer ce qu'on appelle l'IA physique, c'est-à-dire non pas seulement la fabrication de robots qui est un marché qui est déjà, on va dire, dominé par la Chine et les États-Unis, mais l'IA physique, c'est-à-dire des machines qui interagissent naturellement avec l'environnement et prennent aussi des décisions en temps réel. Et si vous pensiez que vous aviez tout vu en termes de technologie robotique couplée à l'IA, la science est déjà plus loin. Futura Science nous annonce que des êtres vivants, et désolé pour cette image de bon matin, que les cafards aujourd'hui vont être les prochains êtres vivants qui seront robotisés à travers l'IA. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, et non, ce n'est pas de la science-fiction, les cafards seront peut-être les prochains espions de l'industrie militaire. C'est un projet financé à plus de 13 millions d'euros par une entreprise et développé par une entreprise allemande, donc pour l'industrie militaire. L'objectif, on l'a dit, en faire des espions qui seraient donc équipés d'un petit sac à dos électronique stimulé par une IA qui stimulerait justement leur système nerveux pour les guider tout en passant inaperçu. La science, Rachid, n'a pas fini de nous surprendre. C'est du grand n'importe quoi quand même. Bref. Allez, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 avril 2026, en espérant qu'il n'y ait pas de nuisibles dans nos maisons et nos appartements. Quel autre 20 avril avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a atteint une cité mythique que l'on disait pourtant interdite. Nous sommes le 20 avril 1828. Après plus d'un an de marche, des milliers de kilomètres parcourus, un homme atteint enfin cette cité qui n'est autre que Tombouctou. Cet homme, c'est René Caillet. À l'époque, la ville fascine, on l'imagine riche, mystérieuse, inaccessible et surtout interdite aux non-musulmans. Alors pour y parvenir, René Caillet se fait passer pour un pèlerin musulman. Il voyage discrètement, apprend les codes, traverse le Sahara, fait une halte à Djenné, ville animée, dominée par sa grande mosquée, avant d'atteindre les portes de Tombouctou. Mais à son arrivée, face au mythe, la réalité est différente. La cité des 333 saints est bien plus simple, plus silencieuse et pourtant pour lui c'est le rêve qui devient enfin réalité. Il n'y reste que 13 jours avant de reprendre la route vers le nord et de rentrer en France. Son récit publié en 1830 à Paris rencontre un grand succès. Le 20 avril 1828, c'est le début, encore une fois, d'une autre histoire, celle d'un continent qui ne correspond pas toujours aux imaginaires que l'on projette sur lui et qui ne se révèle vraiment qu'à ceux qui prennent le temps de le regarder tel qu'il est. Il faut voir pour croire. Merci beaucoup, Valérie Kocaï.